Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, en ce 31 décembre 2019, eh bien, il est venu pour All That Jazz le temps de faire le bilan. Oui. Le bilan de l'année 2019. On va donc vous parler des spectacles et des films musicaux que nous avons vus et aimés ou pas cette année. On va commencer d'abord par vous parler des pièces qu'on a vues à Paris, puisque All That Jazz se tient au courant de l'actualité des créations contemporaines et notamment de la scène parisienne. Et parmi les premières pièces que nous avons vues dans notre calendrier annuel, dans le déroulé de notre année, Jules Verne, une création de 2018 que je pense on a dû voir pendant les vacances de février. Je dirais ça, ouais. 2019, donc une pièce qui avait obtenu les trophées de la comédie musicale jeune public et qui avait été nominée aux Molières. Donc comme son nom l'indique, c'est une pièce dans laquelle on se balade dans l'univers de Jules Verne et où on va croiser différents personnages. On a le capitaine Nemo, on a Michel Strogoff, voilà. C'est une belle production, j'avais bien aimé, donc évidemment, comme vous vous en doutez, destinée aux enfants, mais plutôt agréable aussi pour les adultes que nous sommes, mine de rien. Oui, pas que, enfin, j'ai trouvé que ça s'adressait à tout le monde. À toute la famille, comme on pas dit. Trop gnangnan. C'était assez beau, les décors notamment, donc on se balade dans plein d'univers très différents, on a un vaisseau spatial, un sous-marin, des grottes un peu mystérieuses, etc. C'est censé, en fait, dans mon souvenir, interromps-moi si je me trompe, raconter l'histoire du jeune Jules Verne quand il commençait à inventer des histoires qui racontent donc à ses plus petits frères et sœurs. Ouais, exactement. Et du coup, il y a ses propres personnages qu'il va créer plus tard ou qu'il a peut-être pour certains déjà créé dans sa tête, qui viennent le voir et il doit plus ou moins les sauver. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais du coup, c'est une espèce de grande balade dans son univers. C'était plutôt un chouette spectacle. Et la particularité, c'est que les personnages des enfants étaient joués par des adultes qui avaient des marionnettes, en fait. Ce qui était un peu bizarre, quand même. Enfin, moi, j'aime pas du tout les marionnettes, mais ça, c'est personnel. Mais je suis pas sûre que ce soit indispensable, en fait. Et d'ailleurs, depuis que ça a été repris, en fait, c'est maintenant des enfants, des vrais enfants, qui jouent les personnages des enfants. Donc, d'accord. Ça, on n'a pas vu cette version-là, donc on sait pas, mais... Pourquoi pas. Alors, dans les autres pièces montées en France que l'on a vues en tout début d'année, on a vu plusieurs pièces, en fait, de Stephen Sondheim. Et donc, cette année à Paris, ont été créées donc en janvier une production française d'Into the Woods que nous avons vue pour notre part donc à l'Opéra de Massy. Oui, elle s'était déjà jouée un peu avant en 2018, je sais plus où c'était, à Reims ou... Ouais, et elle s'est pas mal jouée depuis aussi, j'ai l'impression. Tout à fait, elle a pas mal tourné. Donc c'était une mise en scène assez ambitieuse. J'ai pas trouvé tout hyper convaincant, mais bon alors... On va commencer la série je me souviens pas très bien. Mais il y a un moment où les personnages étaient un peu comme s'ils étaient dans un hôpital psychiatrique et que tout ça, en fait, c'était que des fous. Je sais pas si tu te souviens de cette partie. Je me rappelle pas du tout. Ça m'avait un peu perturbée. Alors, c'était une version bilingue, puisque le narrateur décrivait l'intrigue en français et que par contre, tous les numéros, les chansons étaient en anglais. Sauf que, je sais pas si tu te souviens, le narrateur, j'ai oublié le nom du comédien, mais il était anglophone, et on comprenait pas tout ce qu'il disait en français, c'était un peu perturbant. Ouais. On avait dans ce casting des gens assez connus. Jasmine Roy dans le rôle de la femme du boulanger, Alissa Landry qui jouait la sorcière, Bastien Jacquemart qui faisait le prince de Réponse, Sinan Bertrand qui faisait le prince de Cendrillon. Des comédiens qu'on voit assez souvent sur scène en fait en comédie musicale en France. Et dans le rôle du boulanger, nous, on a vu Adam Alexander, que moi, personnellement, j'avais trouvé vraiment très bien. J'ai un bon souvenir de son interprétation. Moi, je me souviens pas très bien dans l'ensemble de la pièce, mais j'ai trouvé la mise en scène, les costumes plutôt sympas. Enfin, il y a une volonté vraiment de moderniser l'œuvre qui peut être dangereuse, je pense, l'idée est toujours de moderniser un conte, hein, donc on vous rappelle qu'Into the Woods, ça reprend des contes célèbres, mais là, je trouvais que ça faisait pas tarte, alors que ça aurait pu, mais que ça passait plutôt bien. Ouais, non, c'était une belle production. C'était bien. Et dans les autres œuvres de Sondheim que nous avons vues dans l'année, on peut compter Marry a Little au Théâtre Marigny, dans la petite salle du Théâtre Marigny. Moi, je connaissais pas du tout cette œuvre, j'avoue, et personnellement, j'ai pas trop aimé.
Pour moi, c'est vraiment le côté théâtre musical beaucoup trop minimaliste, où t'as pas assez d'histoire, vraiment pas de spectacle, du coup, enfin... Ouais, c'était pas trop mon truc, j'avoue. Ouais, bien sûr, c'est particulier, parce que c'est une œuvre qui a été créée à partir de chansons de Sondheim qui n'ont pas été utilisées dans des comédies musicales. Ouais, c'est les rebuts, quoi. Un peu. Même s'il y a quelques chansons vraiment très très bien, Girls of Summer, je me souviens, et Can That Boy Foxtrot, c'est des chansons qui m'ont vachement marqué, que j'ai réécoutées après. Mais du coup, ça crée effectivement un espèce de caractère un peu fourre-tout. On va mettre toutes les chansons qui ont un rapport, on va dire, avec les relations amoureuses, et puis en faire un truc. C'est large, du coup. C'est ça. Et donc, c'est une œuvre où il n'y a pas de dialogue, en fait. Il y a seulement des chansons qui sont interprétées par deux comédiens, un homme, une femme, et ça raconte leur vie quotidienne, de couple, en fait, d'une manière, ouais, comme tu disais, qui est vraiment très minimaliste. Donc, ça a ses vertus, et en même temps, c'est vrai que c'était pas passionnant non plus, quoi. Malgré les super comédiens qui jouaient. Moi, j'ai passé toute l'œuvre à me demander quand ça allait commencer, en fait, parce que je pensais que c'était une espèce de chanson d'introduction qui te plonge dans l'histoire, et qu'après, ils allaient commencer à parler, et qu'on allait raconter quelque chose. Et au bout d'1h30, je me suis dit que, non, en fait, ce moment n'arriverait jamais. En fait, c'est ça, l'œuvre. Également, au Théâtre Marigny, on a vu Guys and Dolls et Funny Girl, mais on ne vous en parlera pas davantage aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, nous avons déjà 2 épisodes consacrés respectivement à chacune de ces productions. Alors moi, à propos du Théâtre Marigny, je voulais notifier que je suis à peu près la seule personne en France à être dégoûtée de l'annulation de The Fantastic, qui devait se jouer en mai ou juin, je crois, 2019 au Théâtre Marigny, au Studio Marigny, dans la petite salle. Et voilà, ça m'a un peu déçue, et je me dis que c'est pas de bon augure pour les éventuelles petites comédies musicales qui auraient pu se jouer au Théâtre Marigny dans cette salle, et qui, visiblement, ça a pas trop été relancé après Marigny et Little, quoi. Faut dire que pour Marigny et Little, c'était assez clairsemé, hein, le public. Donc, oui, c'est pour ça, je pense que ça a été annulé, The Fantastics, parce que c'est dans le même esprit. Tant pis. À l'opposé des petits spectacles un peu, on va dire, artistiquement sans doute ambitieux, ou en tout cas exigeants, qui sont proposés dans la petite salle du Marigny, nous avons donc la production annuelle de Stage Entertainment, qui se trouve donc être Ghost, donc au Théâtre Mogador, l'adaptation du film culte homonyme. Alors, nous y sommes allés, hein, sommes allés. Comment qualifier ce spectacle ? Peut-être par le mot kitsch ? On s'attendait pas à grand chose, faut être honnête, nous on est très professionnels, donc on va voir ce qui se joue, notamment Stage, c'est quand même un acteur important de la vie culturelle parisienne en matière de comédie musicale, donc toutes dévouées que nous sommes, nous y sommes allés, en payant notre place, car malheureusement nous ne sommes pas encore invités au spectacle, en dépit de la qualité du contenu que nous produisons. Pour l'instant, notre notoriété n'est pas suffisante. Donc nous avons déboursé de notre bon argent pour aller voir ça. Et on va pas dire qu'on a passé un moment horrible. Non, en fait, ce que je peux reconnaître à cette œuvre, c'est que par rapport à d'autres, on va dire, adaptations de films cultes des années 80 que j'ai pu voir sur scène, à savoir Dirty Dancing et Bodyguard, c'est mieux, dans le sens où c'est vraiment une comédie musicale. C'est-à-dire, c'est écrit comme une comédie musicale, il y a des chansons qui font avancer l'action, il y a des reprises qui résonnent différemment, enfin voilà, tous les classiques de l'écriture de la comédie musicale, et au moins on peut reconnaître ça à la pièce. Oui, parce que ça fait partie de ces adaptations de films absolument pas musicaux, qui ont une chanson culte, c'est l'idée en fait, et à partir d'une chanson culte, on va faire un spectacle. Mais ici, effectivement, on rajoute plein d'autres chansons et on le pense en comédie musicale. Exactement, donc ça au moins c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Après voilà, c'était quand même pas magnifique, et notamment on a un peu été traumatisé avec Fanny par les projections au fond de la scène qui font office de décor et qui sont quand même assez hideuses. Ah oui, il y a vraiment des choses qui devraient être interdites, que je pensais pourtant avoir de longue date notées dans le textbook des choses interdites en général, hein. Par exemple, les vues de buildings qui se déplacent à un moment donné, des extérieurs de buildings, qui se déplacent selon des perspectives vraiment étranges, où t'as des murs qui volent, enfin, pourquoi ? Ou encore, mon moment favori, la pluie de billets avec un côté très doré, gold, célébration du dollar pour le numéro, évidemment, de Wall Street. Ça, c'était gratiné quand même. Pourquoi ?
Mais ça, vraiment, les projections comme ça, il faut arrêter. Moi, j'ai un souvenir justement de Bodyguard sur scène aussi, où c'était mais d'une laideur, mais... Enfin, mieux vaut ne pas mettre de trucs comme ça, je comprends pas. Je me dis que ça peut pas ne pas être camp. Notamment mon histoire de billets dorés, là, vraiment, je comprends. Oui. Mais, et pourtant, il n'y a pas ce truc où tu comprends que c'est voulu, quoi. Donc que ça c'est fait second vraiment degré, plain ridicule. Ouais, vraiment, c'est très, très bizarre. Alors, un mot sur les comédiens, qui étaient très bien, c'est pas la question, mais ils étaient visiblement absolument tous pas français. Et ça m'interroge. J'ai un doute sur le copain, là, enfin, le méchant. No spoil. Alors oui, lui, je sais pas, il avait moins effectivement. d'accent. Il avait moins d'accent. Mais les deux principaux avaient des accents très prononcés. J'ai pas vérifié quelle était leur nationalité, mais enfin, ça m'interroge. Sur le principe, j'ai rien contre, mais après, pour Chicago, la comédienne principale l'année dernière, qui jouait Roxy, qui était également étrangère, je sais pas pourquoi Stage s'évertue à ne pas caster des comédiens français, alors qu'on a quand même beaucoup de comédiens français très bien en comédie musicale. C'est vraiment une question, là, pour le coup. Je pense qu'il y a toujours cette idée que il n'y a pas encore de français au niveau, ou alors peut-être que c'est des gens qui ont déjà joué le rôle dans leur pays, enfin, tu vois, des choses comme ça. Peut-être. Je pense que c'est vraiment une frilosité des producteurs, et une frilosité qui est vraiment dommageable, parce que là, pour le coup, quand c'est pas ta langue maternelle, même si t'es très bon comédien, bah... il y a quand même quelque chose qui se perd, et donc ça fait un jeu un peu bizarre. Oui, il y avait vraiment une étrangeté dans le jeu qui ne servait pas vraiment la pièce, quoi. Autre comédienne notable, et c'est évidemment Claudia Tagbo, qui était un peu la star de cette production, donc c'est une humoriste française. Elle en fait vraiment des tonnes, mais ça fonctionne plutôt. On sent que beaucoup de gens, en fait, sont venus pour elle. Il y avait des gens qui étaient hilars à chacune de ses phrases, c'était trop marrant, quoi. C'était marrant, ouais. Après, elle se débrouille pas mal, notamment sur les numéros musicaux. J'étais agréablement surprise par sa prestation. Oui, parce que c'est vrai que quand tu castes quelqu'un qui vient pas de la chanson, il y a toujours cette appréhension, comment elle va se débrouiller en chantant, et puis c'était vraiment bien. Moi, je la connaissais pas du tout avant de voir la pièce. C'est vrai qu'elle fait bien le job. Il y a parfois quelques mimiques, quelques accents qu'elle fait que je trouve un peu gênants. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne, encore une fois, sur le public, et elle apporte vraiment... c'est autant lié, je pense, au personnage que à son interprétation, mais elle apporte un peps non négligeable et assez appréciable à l'œuvre. Oui, tout à fait. Alors, on peut citer quand même des choses qu'on a bien aimées. C'est notamment un effet spécial qui nous a bluffé. Le moment où le héros meurt, donc spoiler, mais je pense que vous savez que le héros est un fantôme, Ghost. Ah non. Et il se dédouble, en fait, il y a son corps mort qui reste au sol, et en même temps il devient fantôme, donc il se relève, quoi. Et j'ai pas compris comment ils ont fait, j'ai été bluffée sur le moment. Et c'est un effet qui est repris à la fin pour la mort d'un autre personnage. No spoil. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'entracte, on s'est dit « Oh, c'est bien fait !» Et ils l'ont refait et on n'a toujours pas vu comment. Ils ont senti que c'était un truc bluffant, donc ils ont envie de le refaire. Donc voilà pour Ghost, c'est visiblement un show qui ne marche pas bien, hein. On l'a senti, on en parlait avec Fanny, au nombre de promos qu'on a reçus par mail. D'ailleurs, on a profité d'une promo pour y aller. Je me permets de signaler cette promo hallucinante qu'on a reçue en début de saison, enfin que tout le monde évidemment a reçue en début de saison. C'était en mode une offre satisfait ou remboursée, qui proposait donc de se faire entièrement rembourser sa place si on partait avant la 34e minute du spectacle. Enfin, c'était vraiment les conditions qui étaient écrites. Et j'ai trouvé ça hallucinant comme proposition. On n'a pas essayé de calculer, de voir qu'est-ce qui se passait à la 34e minute. Peut-être qu'il meurt. Ouais. Peut-être. De manière générale, moi j'ai vu pas mal de gens qui disaient quand ils y sont allés que c'était assez vide, quoi, la salle, donc ça a l'air de pas très bien marcher. On était très bien placés du coup, parce qu'on était surclassés. On s'est retrouvés quasiment tout devant. On avait parlé de ce risque dans notre épisode Q&A sur ce choix de Ghost de la part de Stage Entertainment qui était un peu étonnant. Et en plus, quand Claudia Tagbo va partir, je vois pas comment... Enfin, il va y avoir encore moins de monde, ça va être effarant. En tout cas, l'année prochaine au Mogador, ce sera le Roi Lion, donc là je pense qu'ils vont ça ira. Ouais. Les places sont déjà en vente. Voilà. On en parlera l'année prochaine, mais moi je suis très déçue par ce choix, parce que bon... refaire, je l'ai déjà vu, mais en plus refaire venir un spectacle qui est déjà venu à Paris, enfin, qu'il y a tellement de choses à monter. C'est quand même un peu dommage, Stage, on te voit.
Après, moi, je suis contente, j'ai jamais vu Le Roi Lion, donc j'irai évidemment avec plaisir. Alors, maintenant, parce que nous n'allons pas toujours voir les spectacles ensemble. Parfois, nous nous séparons. Exactement. À de rares occasions. Voici un show que Fanny a vu seule. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Alors, il s'agit de We Will Rock You. Donc, la comédie musicale Jukebox autour des chansons de Queen. Donc, une comédie musicale créée en 2002 et qui se joue, qui s'était déjà jouée il y a quelques années à Paris, qui s'est jouée à nouveau. Et qui va encore se rejouer, je crois. Donc moi je l'ai vu un peu avant la rentrée, fin du mois d'août je crois, ou septembre, donc 2019. Et j'avoue que j'ai été très agréablement surprise. J'y allais là encore sans connaître ni de quoi ça parlait, ni même bien connaître, je l'avoue, les chansons de Queen. Donc c'était vraiment une découverte. Enfin bien évidemment il y a des airs que je connaissais, mais je suis pas du tout une spécialiste du groupe. Et j'ai été étonnée. D'autant que certaines personnes de mon entourage, peut-être un peu snob, dont le nom commence par Roi et finit par Lyd, m'avaient prédit que ce serait très très nul. Donc j'ai été vraiment étonnée. Comment dire ? Bon, une chose est certaine, c'est que l'intrigue, elle est débile. C'est un monde futuriste où on a supprimé la musique, en fait. Et il y a donc une espèce d'armée de clones formatés à ce nouvel environnement, nouvel univers, et évidemment la résistance de underground ou avec des personnes qui se passent des disques littéralement sous le manteau. Et on a des méchants, très caricaturaux, avec une espèce de reine de la nuit, là, voilà. Bon, des trucs vraiment très très tartignoles. Mais à côté de ça, il y a quand même du spectacle. C'est que, en termes d'ensemble dansé, c'est tout bête, mais en termes de niveau de danse, des fois à Paris, il faut le dire, j'ai vu des trucs qui étaient vraiment pas terribles. Là, ça se tenait tout à fait, des costumes très très flamboyants, bon, encore une fois, dans l'esthétique un peu futuriste barré, mais beau, quoi. Et deux rôles principaux, et notamment je pense à Charlotte Hervieux qui joue le premier rôle féminin, qui était vraiment exceptionnel, enfin en termes de puissance vocale, elle est incroyable. Donc j'ai été encore une fois étonnée et j'ai pas passé un mauvais moment. Alors que, bon, évidemment, c'est pas la comédie musicale que je vais me repasser tous les soirs, c'est de toute façon pas trop mon style, ce style de comédie musicale un peu rock, mais je m'attendais à voir tellement quelque chose de nul que j'ai passé vraiment un bon moment, j'étais contente. C'est bien ça, des fois, d'avoir des attentes très basses. Voilà. Et alors toi, Anna, à Paris, cette saison, tu as vu sans moi, parce que je l'avais déjà vu il y a longtemps, une comédie musicale. Il s'agit donc de Fame. Tout à fait, donc il s'agit, on va dire, théoriquement d'une adaptation du film Fame et de la série Fame qui a suivi, mais en fait c'est assez différent parce que l'intrigue n'est pas la même. C'est le même concept évidemment très simple, celui de suivre les étudiants d'une école de danse, chant, théâtre, pendant toute leur scolarité, mais ce sont pas du tout les mêmes personnages. Et du coup, c'était dommage de réécrire une histoire si c'était pour nous pondre un livret aussi faible, avec des personnages assez unidimensionnels, pas très émouvants. Presque chaque personnage a droit à son solo, mais bon, les chansons sont pas assez bien écrites pour que ce soit vraiment touchant. Il y a une chanson d'un mec sur le fait de ne pas contrôler ses érections, on s'en serait bien passé. Une autre avec un personnage, une fille qui se plaint d'être en surpoids, je sais pas. Ça allait pas très en profondeur, on va dire, sur la caractérisation des personnages. Il y a une chose que j'ai appréciée quand même, en fait, une bonne partie du casting est également musicien. Donc il y a guitare, clavier, batterie, saxophone, violon et flûte qui sont joués par les comédiens sur la scène. Et D'accord. Ça, c'était vraiment chouette. Et ça fait plaisir de voir, surtout en France, en vrai, des artistes multi-talents qui sont aussi musiciens, aussi chanteurs, aussi danseurs, etc. Et c'est vrai qu'au niveau du cast, j'avais vraiment rien à dire. Ils étaient vraiment tous assez chouettes. Voilà, au niveau des chansons, j'ai pas été particulièrement marquée. Et notamment, je trouve le final, Le jour se lève, alors que la chanson est assez jolie. Bring on Tomorrow, pour ceux qui connaissent la comédie musicale en anglais, était un peu décevant.
Mais heureusement, au moment des rappels, il y a eu la fameuse chanson Fame que tout le monde attendait, qui a fait évidemment se lever et danser le public. C'était un moment assez chouette quand même, on sentait qu'il y avait un plaisir des gens d'être là, etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un petit effort supplémentaire fait sur le livret et notamment sur les personnages pour que ça soit un peu plus intéressant. De toute façon, ils n'ont pas dû réécrire le livret pour cette production. Parce que c'est ce que tu décris, hein, la galerie de personnages qui a chacun son problème, c'est exactement ce dont je me souviens. De toute façon, c'était déjà le principe de Fame du film, etc. Mais jusque-là, c'est pas plus les mêmes personnages en fait. D'accord. Ils en ont écrit d'autres. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Et alors, dans les spectacles que nous venons tout juste de voir, hein, juste avant les vacances de Noël, il y a une création française. Un spectacle donc de David Lescaut qui s'appelle Une femme se déplace, que Anna avait repéré avant tout le monde et qu'elle m'a proposé d'aller voir. Et alors vraiment, Anna, je te dis merci parce que toutes les deux, on a adoré. Enfin, moi j'étais vraiment surprise d'aimer quelque chose comme ça. Notamment quand j'ai vu au début le plateau, j'avais peur que ça aille dans le côté théâtre minimaliste justement que j'aime pas trop. Moi, faut que je l'avoue à ce micro, en fait, j'aime pas trop le théâtre. Enfin, surtout le théâtre contemporain. Quand c'est des classiques, du répertoire, tout ça, pourquoi pas. Mais le côté théâtre contemporain, je vais jamais au théâtre, en fait. Enfin, c'est bizarre pour quelqu'un qui adore la comédie musicale, mais... Assez peu, moi aussi, ouais. Donc j'avais peur de ça, et en fait, ça nous embarque. J'ai été étonnée d'être à ce point touchée par l'œuvre. Peut-être raconte-nous de quoi ça parle. Bah oui. Donc, ça parle en fait d'une femme, donc la femme du titre, qui va acquérir le pouvoir de se déplacer dans le temps, mais elle va pas aller au Moyen-Âge ou quoi, elle se déplace dans le temps au sein de sa propre existence. Je crois qu'ils disent à un moment un voyage intra-biographique. Tout à fait. Et du coup, ce pouvoir elle va voir sa vie parfaite. Au début, on a l'impression que tout va bien dans sa vie, puis ça se craquelle au fur et à mesure. Et le fait de reconsidérer son existence va l'amener à décider de changer sa vie, en fait, tout simplement. C'est très simple, mais c'est particulièrement émouvant. Et à jouer aussi avec les petits détails sur le fameux, un peu le topos du voyage dans le temps, à savoir, et si à ce moment-là j'avais fait autre chose, quelles conséquences ça aurait. Enfin, moi, c'est un thème qui m'angoisse et qui me plaît aussi beaucoup. Moi aussi, j'adore ça. Et on a du coup des scènes qui reviennent plusieurs fois, avec éventuellement des variations, un peu comme dans le film Un jour sans fin. Voilà, on retente de faire un petit peu différemment pour voir ce que ça aurait pu changer, etc. Ça, je me disais que pour les interprètes, ça doit être une vraie gageure. On vous spoil pas, mais ne serait-ce qu'au début, quand on comprend qu'elle est revenue dans le temps, il y a assez longuement la même scène qui est refaite et... Je sais pas, je trouvais ça marrant, aussi un peu comme métaphore du théâtre, enfin tu vois, le truc que tu rejoues tous les soirs à l'identique. Et je pense qu'en tant que comédien, ça doit être une œuvre assez plaisante, jouer sur les variations. Quoi. Et d'ailleurs, les comédiennes et les comédiens de la pièce sont tous vraiment absolument bluffants. Bon, évidemment, l'actrice principale, Ludmila Dabo, qui était particulièrement émouvante, mais voilà, dans un genre assez punchy, elle était pas dans le sentimentalisme, elle accentuait pas, on va dire, le côté mélodrame. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai également adoré l'actrice donc Emma Liégeois, qui jouait son amie dépressive, enfin qui jouait plusieurs rôles, parce que à part Ludmila Dabo, tous les autres comédiens et comédiennes jouent plusieurs rôles, mais en tout cas elle jouait ce rôle très marquant de l'amie dépressive. Elle a une voix de soprane absolument magnifique, très émouvante, et j'ai adoré la chanson Mon remède contre l'angoisse. Mon remède contre l'angoisse, c'est la tristesse. Déjà, ça me fait absolument rire. Je l'ai réécouté après plusieurs fois. Et c'est marrant parce que je m'étais dit que ça aurait pu être complètement plombant au point que ce soit une chanson que j'ai pas envie de réécouter. Et en fait, le spectacle m'a tellement plu que j'étais contente de le réentendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que ce personnage aussi, il est un peu casse-gueule, hein. Ça aurait pu être très caricatural. Enfin, bon, tu vois assez rapidement venir ce qui va se produire. Ça aurait pu être très lourd. Et ça l'est, mais en même temps, ça passe quand même. Peut-être avec la musique, encore une fois, est-ce que c'est la comédie musicale qui permet de faire ces deux extrêmes? Mais ouais, c'est tellement juste. Enfin, ça m'a paru tellement juste, tout ce qui était exprimé. Ouais, je suis complètement d'accord. Et autre comédien qui m'a particulièrement plu, c'est celui qui jouait le mari de l'héroïne. Alors du coup, je vais quand même retrouver son nom. Antoine Sarrazin,
qui avait une diction traînante particulièrement hilarante et qui terminait jamais ses phrases. C'était tellement drôle. C'était tellement bien vu en plus. Oui, parce que c'est un vrai truc, il y a des gens qui terminent pas leurs phrases, il faut comprendre pour eux. Voilà, au niveau de la musique, beaucoup de chansons très plaisantes, c'était assez original dans des styles plutôt variés, on avait pop, rock, on avait même un numéro de rap à un moment. Moi j'ai bien aimé le numéro, alors j'ai vu dans le programme que quand ils répétaient la pièce, ils appelaient ça le numéro à la Marilyn Monroe. Tu sais, le numéro avec la mère, oui. Donc la mère jouée par Candice Boucher. Donc c'est un numéro d'ensemble, mais autour de ce personnage de la mère qui, à ce moment-là, a son appartement qui est saisi par des huissiers. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué à décrire, mais c'est un numéro très rythmique où il y a une espèce donc de danse faite de petits mouvements et de sautillements qui les font se déplacer. Ils se déplacent, ils sont à l'avant de la scène. Latéralement sur la scène. La chanson va de plus en plus vite. Donc c'est à la fois une gageure en termes de diction, mais aussi de chorégraphie. Puis voilà, ils se séparent finalement les uns des autres. Ils appelaient ça le numéro Marilyn Monroe parce que donc on a une femme entourée de boys ou aussi de femmes habillées en smoking. Ça rendait vraiment très bien, c'était hyper entraînant. Moi, c'est un numéro qui m'a beaucoup plu. Et j'ai bien aimé aussi la chanson du fils, la chanson du GPS là. Ah ouais. Comment ils savent où est-ce qu'il y a des forêts et des routes et des machins et ça s'arrête jamais, c'est tellement drôle. Donc voilà, il y a vraiment à la fois des chansons marquantes et même des numéros en termes de spectacle, de production de value assez impressionnants. Donc je sais pas si ça joue encore, non, ça se joue plus. Pauvre de vous si vous ne l'avez pas vu, exactement. Mais peut-être que ça sera repris quelque part. C'était dans un théâtre aux Abbesses qui dépend du théâtre de la ville, c'est bien ça ? Oui. J'espère que ça se rejouera parce que ça s'est vraiment joué que quelques jours en décembre et vraiment, si vous avez l'occasion, allez le voir quoi. Il se trouve que, personnellement, j'ai quitté Paris. Oh. Je me suis déplacée jusqu'à Strasbourg, à la mi-décembre, pour voir Un violon sur le toit, production en français à l'Opéra National du Rhin. Mais c'était tellement bien que j'ai décidé d'y consacrer un épisode entier. Donc, on en reparlera plus tard, mais voilà, juste retenez ça, c'était bien. Et vous pouvez aller le voir à Mulhouse. Il se joue à Mulhouse mi-janvier, donc... Ouais, mais c'est déjà complet. Ah. Bon, si vous avez déjà vos places, tant mieux pour vous, sinon, peut-être un jour. Alors, Anna, tu vas nous dire peut-être un mot de la cérémonie des trophées de la comédie musicale en juin dernier, à laquelle tu as eu la chance de pouvoir assister. Mais oui, tout à fait. Je voulais en dire un mot parce que j'avais été agréablement surpris par cette soirée. C'était vraiment un beau spectacle avec des numéros chantés, dansés... dont certains qui ont été écrits pour l'occasion, donc un peu à la manière de ce qui se fait aux Tony Awards, quoi. Toute proportion gardée, mais quand même, c'était assez chouette. Le maître de cérémonie était Alexandre Fetrouni, qui est un comédien qu'on voit pas mal sur scène en ce moment à Paris. On l'a vu en Eugène dans Grise au Mogador, et on l'a aussi vu donc très récemment dans Un violon sur le toit, je vous en parlerai. Et voilà, donc cérémonie très sympa, durant laquelle Chicago, la production du Mogador dont on a parlé dans notre bilan 2018, a eu le prix de la meilleure comédie musicale et pas mal de prix d'interprétation, et où la pièce L'homme de Schrödinger a eu également de nombreux prix, donc voilà. On attend la prochaine cérémonie des trophées qui aura lieu du coup en juin 2020. Et nous allons également hors de Paris, et pas que jusqu'à Strasbourg, nous traversons la Manche pour nous rendre relativement régulièrement à Londres. Et cette fois, on a vu aussi d'ailleurs de façon séparée deux spectacles à Londres. Toi, Anna, tu as vu au mois de juin Come From Away. Tout à fait, donc c'est une pièce qui a ouvert à Londres en février 2019, qui a eu quelques mois plus tard le Olivier Award du meilleur musical, qui précédemment avait été pas mal nommé au Tony Awards 2017, puisque ça a été créé à Broadway à ce moment-là. C'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire lors du 11 septembre 2001, d'un avion qui a été détourné de sa course puisqu'il n'a pas pu se poser suite à la catastrophe, et qui est allé se poser dans un trou paumé, entre guillemets, au Canada. Et du coup, les passagers ont dû rester là pendant longtemps, pendant quelques jours, au milieu des habitants qui essayaient de les aider, etc. Je craignais un peu le côté trop gentil, c'est-à-dire des gens différents qui se rassemblent lors d'un moment difficile, et puis ensemble, ils vont tous surmonter ça. C'est un peu ça aussi, la pièce, faut pas se mentir. On est devant une œuvre qui se veut œcuménique, et qui tombe un peu parfois dans le gnangnan, on va dire ça comme ça. Tout le monde s'entend bien, finalement. Mais c'est très, 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 très plaisant. C'est assez court, ça va vite, c'est efficace. C'est une pièce qui est sans entracte.
et c'est assez bluffant. Chaque comédien joue au moins 3 rôles, donc soit les habitants de la ville, soit les passagers des avions qui se sont posés. Et il y a une très grande majorité de numéros d'ensemble, en fait, où les personnages vont interagir, se déplacer sur la scène. Voilà, c'est des moments qui sont bluffants en termes de chorégraphie et même de scénographie. C'était vraiment étonnant. On n'a pas vraiment du coup de développement des personnages, mais ils sont assez bien croqués. Et puis il y a un côté où les comédiens sont très doués pour, par exemple, pour changer de personnage, ils mettent une veste ou ils mettent une casquette, ou voilà, pour tout de suite switcher. Et dès qu'ils ont revêtu l'accessoire qui correspond au personnage, boum, ils sont dedans. Enfin, c'est très très bluffant. Il y a un seul vrai solo, c'est celui de la pilote d'avion, qui s'appelle Me and the Sky. Et ce personnage de pilote, en plus d'avoir vécu cette expérience extraordinaire, elle a été la première femme capitaine d'avion de l'histoire des États-Unis. Donc voilà, ça raconte un peu son parcours, c'est assez intéressant. On a une musique de type... J'avais du mal un peu à définir, parce que j'imagine que c'est du type traditionnel canadien, mais comme je connais pas spécialement, ça me faisait penser à de la musique un peu irlandaise, mais je veux pas faire des amalgames honteux, donc voilà. Mais musique assez chouette. Et ça finit par fonctionner, même si j'essaie de résister au côté un peu gnangnan. En fait, ça fonctionne. À la fin, j'ai versé ma petite larme, j'avoue. Et voilà, malgré ce sujet potentiellement un peu lourd, le terrorisme, etc., c'est très très feel good, et j'ai senti dans la salle l'enthousiasme des gens. Enfin, c'était une très très belle expérience, très belle pièce. Tu sais si ça joue encore ? Je crois, oui. Ok, ben... ça vaut le coup. Ça m'a donné envie, peut-être qu'à mon prochain séjour. Et toi alors, qu'as-tu vu à Londres ? Moi, donc également en juin, j'ai vu Waitress, donc comédie musicale adaptée d'un film de 2007 qui avait ouvert à Broadway en 2016, qui était un très gros succès et qui donc a eu son transfert vers le West End, donc à Londres, au début de 2019. J'y suis allée sans trop connaître, comme un peu souvent en ce moment. Je connaissais quelques chansons, parce que voilà, il y a quelques chansons qui sont vraiment devenues des tubes, mais je savais pas exactement de quoi ça parlait, à part qu'elle cuisinait des pailles, enfin des tourtes, parce que les tourtes ont une place importante dans le décor, comme dans le marketing. Et c'est pas le même style que Mrs. Lovett. Mais voilà, c'est pas le même genre de tourte. Bah, j'ai bien aimé un style de musique, on va dire, assez moderne, enfin dans ce que Broadway fait de musique moderne. Bah, She Used to Be Mine, typiquement, c'est la ballade Broadway contemporaine. Voilà, c'est le style des années 2010, on va dire. C'était vraiment bien, enfin en tout cas cette production à Londres était vraiment bien, notamment grâce aux interprètes. Donc il y a un personnage féminin principal, mais aussi 2 autres personnages féminins secondaires très importants, donc on peut presque dire que ça tourne autour de ce trio. Et les 3 étaient absolument époustouflantes. Je pense notamment à quelqu'un qui jouait le personnage je crois qu'elle s'appelle Becky, enfin une des 2 acolytes du personnage principal, qui était jouée par Marisha Wallace, que j'avais vue dans Dreamgirls, lorsqu'elle était l'alternante de Amber Riley, que je n'avais pas vue à l'occasion. Ah oui. Donc voilà, donc elle, je savais déjà qu'elle chantait divinement bien, et c'était toujours le cas, bien évidemment. Et les 2 autres interprètes étaient aussi bluffantes. Au niveau de l'intrigue, à la fois c'est un récit donc un peu entremêlé de ces 3 parcours de femmes, qui sont toutes les 3 collègues, donc serveuses dans un café qui vend notamment des tourtes, puisque là le personnage principal est très fort en paille, et donc elle fait ça en plus de son travail de serveuse. Donc c'est le récit conjoint de l'émancipation, plus ou moins, de ces 3 personnages qui, bon voilà, ont chacune leur situation personnelle et surtout amoureuse qu'elles essayent de résoudre. Où à la fois on a un désir d'émancipation, de retrouver une liberté, une autonomie, mais aussi on a quelques aspects un peu problématiques dans ce discours-là. Je pense notamment pour le personnage principal, outre le fait qu'elle tombe amoureuse et un peu plus de son gynécologue, que je trouve toujours un peu bizarre comme concept, y a quand même l'idée qu'elle va finalement s'accomplir dans la maternité d'un enfant dont elle ne voulait pas, parce qu'en fait elle tombe enceinte puisqu'elle couche un peu par erreur avec son mari, avec lequel elle ne s'entendait plus. Donc bon, il y a ce côté-là final un petit peu dérangeant, je trouve.
Et pour un des personnages secondaires, on a donc une espèce de fausse moche classique, hein, une fille qui a des lunettes et qui du coup est toute stricte, qui cherche le prince charmant et qui finalement va rencontrer un mec un peu insistant, ou clairement un mec qui la poursuit un peu, un limite stalker, auquel elle va dire non, elle va dire non, elle va dire non, elle va dire non, et puis finalement elle va dire oui, parce qu'il est quand même sympathique, voilà. On a toujours ces trucs un peu classiques qui sont un peu problématiques, d'autant plus quand t'es dans une pièce qui a quand même, je pense, pour ambition de porter des voix de femmes, des parcours, parce que là, pour le coup, les personnages masculins sont quand même un peu effacés, à part le gynécologue amoureux, là. Bon, on est vraiment avant tout autour des 3 femmes, donc je trouve ça un peu dommage qu'il y ait ces aspects qui plombent un peu l'intrigue. Mais à part ça, c'était quand même un très très bon spectacle et un bon moment. Alors, également à Londres... Et également un excellent moment. Nous sommes allés, toutes les deux cette fois-ci, voir Rachel Bloom en concert. Alors Rachel Bloom, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je vois pas comment vous pourriez ne pas l'être si vous êtes auditeur et auditrice de All That Jazz, c'est évidemment, entre autres choses, la créatrice et interprète principale de la merveilleuse série Crazy Ex-Girlfriend. Donc c'était... En fait, je sais même pas quoi dire, parce que c'était hyper bien, ce concert, vraiment, j'ai adoré. C'était encore mieux que ce que je pensais. J'étais sûre que j'allais aimer, mais c'était vraiment génial. Elle a un charisme incroyable. Voilà, elle reprenait les chansons de la série qu'on connaît par cœur, donc on était super contente. Elle est drôle. En plus, il y avait 3 guest stars. Scott Michael Foster, l'interprète de Nathaniel dans la série. Pete Gardner, l'interprète de Daryl. Et Kat Burns, la chorégraphe de la série, qui sont venus chanter, danser sur scène avec Rachel Bloom. Donc ça, c'était vraiment un ajout. On n'a pas eu le concert du cast en entier, mais c'était presque aussi bien. Ah ouais, c'était incroyable. Enfin, moi, au début, j'ai versé ma petite larme, parce que tellement j'étais émue de la voir en vrai. Et bah oui, comme tu dis, de toute façon les chansons on les connaît, on les adore, donc le public chantait tout le temps avec, et il y avait quelque chose dans le public, t'avais des fans venus d'un petit peu partout, je pense une majorité sans doute d'anglais, mais t'avais quand même des gens venus de partout en Europe, puisque en fait c'était sa seule date européenne, donc il y avait une date, puis après ils en ont rajouté une le lendemain, mais il n'y a pas eu de tournée du show en Europe comme il y a eu aux États-Unis, donc c'était vraiment une communauté de fans hardcore, et il y a plein de gens déguisés, donc ça aussi c'était hyper cool. Enfin, non, c'était trop bien. Notre seul regret, c'est qu'on a attendu après à la stage door pour essayer d'apercevoir Rachel Bloom, mais on l'a pas vue, et pourtant on est resté quasiment jusqu'au bout. On était parmi les derniers. On n'a pas mangé du coup. T'es pas très contente de ça. On est rentré à l'hôtel, on était un peu triste, mais contente, mais triste, mais contente. Non, mais c'était vachement bien, et puis voilà. Ben, pour continuer dans ça, 2019, ça a quand même été l'année de la fin de Crazy Ex-Girlfriend. Donc quand même terrible, hein. Terrible année pour nous, traumatisme. Que dire Que dire sur cette série absolument exceptionnelle, dont la saison 4 n'a pas démérité. Oui. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'aurais écouté spécifiquement les chansons de la saison 4, et je trouve qu'il y en a énormément d'un hyper haut niveau. Ouais. Parce que, évidemment, dans les séries, ne serait-ce que quand c'est sur 4 saisons, t'as toujours des fans grincheux pour dire « Ah, mais c'était mieux au début ». Ça, c'est quelque chose où les gens, ils acceptent pas qu'une série, ça évolue au cours du temps. Donc ça, c'est le grand classique. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, j'ai l'impression qu'il y a eu des gens pour aller et dire « Ah non, mais cette saison, les chansons, elles sont pas bien ». Mais quand tu fais le compte des chansons de la saison 4, non mais il y a des... il y a des chefs-d'œuvre, quoi. Bon, j'ai fait tout un truc l'année dernière sur No One Else is Singing My Song, donc je vais pas répéter, mais c'était exceptionnel. Ça, c'était déjà en 2018, mais celle plus proche de nous, Love's Not a Game, chef-d'œuvre absolu. Oui, qui est quand même passé sur France Musique. Et oui, lors du passage de Fanny dans l'émission 42e. Le grand moment bilan de 2019, c'est d'avoir réussi à mettre Crazy Ex-Girlfriend sur France Musique. Ça, c'est vrai que c'est quand même magnifique. Je suis fière de toi. Mais voilà, enfin, sports analogies, je sais pas, celle qui me passe par la tête. Child Star, enfin, même si c'est pas une chanson chantée par Rachel Bloom, elle est tellement drôle, quoi. The Cringe, enfin voilà, c'est sans fin, quoi. Donc voilà, cette série absolument exceptionnelle. Si vous comprenez rien de ce qu'on raconte, c'est que vous n'avez pas vu la série, donc dépêchez-vous. Vous avez de la chance, mais en même temps, on n'est pas fiers de vous, mais vous avez de la chance. Donc voilà, et ça nous permet une transition magnifique vers la rubrique des séries. Tout à fait.
puisqu'il y a quelques séries musicales, malgré tout, même quand Crazy Ex-Girlfriend est fini. Lors de notre épisode sur All That Jazz, le film, nous avions évoqué la série Fosse-Verdon, donc qui, comme son nom l'indique, parle des relations personnelles et artistiques entre Bob Fosse, le grand chorégraphe, cinéaste, et sa compagne, grande comédienne et danseuse, Gwen Verdon. On a beaucoup aimé cette série, vous pouvez avoir plus de détails en réécoutant notre épisode sur le film de Bob Fosse. Une série à la fois pour réviser ce que vous connaissez de Bob Fosse et Gwen Verdon, et aussi pour admirer la performance incroyable de Michelle Williams. Exceptionnel, vraiment magnifique. Alors, série qui n'est pas une comédie musicale, mais qui quand même a beaucoup à voir avec la comédie musicale, c'est la série The Politician, la nouvelle création de Ryan Murphy, qui est, entre beaucoup d'autres choses, le créateur de Glee. Glee, dont nous parlerons sans doute bientôt. Alors, donc, c'est pas à proprement parler une comédie musicale, c'est une série teen, qui parle d'un lycéen ambitieux qui a pour objectif dans la vie de devenir président des États-Unis. Et bon, Rien que ça. Voilà. Il commence par une petite étape, c'est se présenter à l'élection de président du lycée. Le rôle principal est quand même tenu par Ben Platt, qui est un comédien de comédie musicale, dont on a déjà parlé, qui joue dans Pitch Perfect, qui a créé le rôle de Dear Evan Hansen, un succès, un très gros succès sur Broadway, et qui a fait plein d'autres trucs en comédie musicale. Vers le début de la série, il chante une chanson d'ailleurs, et aussi dans le dernier épisode. Quand on prend Ben Platt dans une œuvre, on peut pas ne pas le faire chanter. Et il y a aussi un truc quand même complètement improbable, c'est dans l'épisode 6, donc spoiler, hein. Bon, c'est pas non plus, je révèle pas des trucs de malade, mais il y a quand même, tout d'un coup, sans prévenir, 3 personnages qui vont intégrer le casting de la comédie musicale du lycée qui se trouve être Assassins de Stephen Sondheim. C'est totalement improbable. Et pourtant bien amené, puisque Assassin, ça raconte l'assassinat de différents présidents des États-Unis. Donc, tout à fait. Ça rentre totalement de la diégèse. On croirait qu'il l'a fait exprès, Ryan Murphy. Et après, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en parle plus dans l'épisode d'après. Il y a un truc où... Parce que cette série part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Enfin, moi, j'ai trouvé cette série assez chouette. C'était le mini-épisode où on croit qu'on est retourné d'Angleterre. Oui. Moi aussi, j'ai trouvé ça particulièrement haletant, très addictif. Hein. Je crois que j'ai tout regardé en un week-end. On a vraiment envie de voir où ça va aller. Les personnages sont à la fois affreusement horripilants, mais très attachants. Oui. Donc, t'es embarqué dans le truc de façon étonnante, plus que ce que j'aurais pensé en lisant le pitch. Je suis d'accord. Et j'avais aussi noté quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. On a un personnage sourd, je crois que c'est la proviseure du lycée. On a un personnage trans, on a un personnage handicapé qui a une paralysie cérébrale. Le personnage est trans ? Moi je pense, mais j'en sais rien. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Parce que moi après je l'ai su par hasard parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit ah et en plus l'acteur il est trans. Mais c'est une bonne question. Est-ce que c'est tout simplement qu'il est casté dans un rôle de mec et qu'on s'en fout s'il est trans ou cis, ou est-ce que c'est qu'il est trans mais que c'est pas un point. Enfin, je me suis demandé c'est une vraie question, dit, hein. Je ne sais pas la réponse, mais ça participe à l'idée que... Oui, qu'on peut caster des acteurs trans dans des rôles de mecs, peut-être trans, peut-être pas. Ouais, à l'idée que c'est pas le sujet, en fait. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est jamais évoqué. Ouais. Moi, je suis d'accord pour le côté du handicap, que j'avais plus remarqué pour le coup. C'est remarquable qu'on n'en parle pas, parce que... Exactement. Et aussi, quand la proviseure, elle parle, on voit qu'elle est sourde. Elle a une diction de sourde, mais c'est pas le sujet, quoi. C'est juste un fait. Les personnages existent avec leurs particularités. Et en ça, c'est très différent de Glee. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui était une série, mais ça a aussi sa valeur, mais ça peut être très lourd. Qui insistait énormément sur sa propre diversité, c'est-à-dire chacun a son stigmate de service. Voilà, regardez, il y a un handicapé, il y a aussi des personnages trans, il y a tout, mais c'est toujours le sujet. Et c'est la seule identité de la personne. Oui, tout à fait, t'as raison. Et pour moi, c'est vraiment plus fort quand c'est une des caractéristiques de la personne, mais ça ne le définit pas. Et on fait pas coucou, regardez la diversité, regardez. C'est juste normal, quoi. Je trouve ça vraiment fort. Et je tenais à faire remarquer le personnage joué par Jessica Lange, qui incarne la grand-mère d'une camarade de classe du protagoniste principal. Mais voilà, c'est un personnage hyper retorse, hyper manipulateur, assez intéressant, je trouve, et assez lourd. Oui, c'est chargé comme portrait. Non, voilà, il y a vraiment des portraits attachants, c'est compliqué de dire ça, mais des portraits intéressants dans cette série. Donc.
On vous encourage à la découvrir sur Netflix. Eh bien, nous pouvons passer au film, cette fois-ci. Le cinéma. Cinéma musical. Bon, il y a eu plein de films Disney live action, entre guillemets, mais ça, on y a consacré un épisode. Donc si vous voulez avoir notre avis sur Le Roi Lion et Aladdin et Dumbo, eh ben c'est dans l'épisode qu'on a sorti en juillet. Mais autre film Disney, c'est bien évidemment Frozen 2, La Reine des Neiges 2, que Fanny attendait avec impatience. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup Frozen, je suis moins méga fan que Fanny. J'ai bien aimé ce deuxième volet. L'intrigue intimiste m'a plutôt émue. Même si j'ai eu une impression un tout petit peu de redondance, c'est-à-dire que dans Frozen 1, l'histoire c'était comment Elsa se trouvait elle-même, et puis dans Frozen 2, c'est comment Elsa elle se trouvait elle-même. Je me disais, je croyais que c'était fait, je croyais qu'on pouvait passer à autre chose, quoi. Au niveau des chansons, là, j'ai pris plein de petites notes, c'est pas très cohérent ce que je raconte, ne m'en voulez pas. J'ai bien aimé les solos d'Elsa, Into the Unknown et Show Yourself. Mais de manière générale, j'ai pas été hyper conquise par la musique. Et j'ai pas... Bon, faudrait que je réécoute, hein. Je pense qu'il y en a qui doivent être très... je sais pas, y a pas eu de truc qui m'est sauté aux oreilles comme dans le premier, quoi. Oh, quand même, le Into the Unknown. Oui, c'est vrai. Non, celle-là, c'est vrai. Ça reste en tête. Moi, j'ai bien aimé les numéros musicaux, mais en fait, parce que du coup, j'ai réécouté la BO après. Comme dans Frozen, finalement, il n'y a pas tant de chansons que ça. Non. Il y a quelques chansons très marquantes. Il y a pas mal d'instrumentales, en fait, mais en termes de chansons, t'en as pas tant que ça. Ce qui m'a marqué, je me suis fait la réflexion que c'était un peu comme le retour de Mary Poppins par rapport au film original, c'est que t'as un peu exactement la même structure. C'est qu'au début, t'as le numéro de découverte avec même presque des citations musicales. Hein. Le premier numéro, tu sais, où t'as Anna qui qui est avec Olaf, ou t'as quelque chose qui ressemble beaucoup au numéro Open Door du premier opus. T'as aussi la chanson comique de Olaf où il est en delusion sur un truc total. Donc avant c'était d'aller se faire rôtir au soleil, là c'est de devenir grand, parce qu'il y a quelque chose aussi sur la maturité, puisque bon, les personnages sont tous un peu plus vieux logiquement que dans le premier épisode. Un truc qui m'a particulièrement plu, qui m'a fait beaucoup rire, et vraiment les gens autour de moi de la salle étaient vraiment pliés en deux, c'est le résumé que Olaf fait de Frozen 1. Ouais, ça c'est génial. Où il est en espèce de mode pantomime hyper rapide, où il dit « Oh, Elsa a disparu, et puis Elsa revient !» Où il parodie les Let It Go à un moment. Et t'as les contre-chants sur les gens qui écoutent, qui sont là, qui font des visages et tout. C'est génial. Donc ça, je trouve que c'était vraiment cool, qu'il y avait quelque chose aussi un peu... cette tendance méta, parodique, là, qui devient de plus en plus... Enfin, qui a toujours existé, mais qui, je pense, devient de plus en plus forte chez Disney sur les films très récents. On en avait notamment parlé sur les live action. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et dans le même ordre d'idées, la chanson Lost in the Woods, qui est la carrément camp, qui est une sorte de parodie de ballade masculine des années 80, où donc on a le personnage masculin, Christophe, qui raconte son amour pour Anna, parce que le truc rigolo aussi, c'est que, un peu comme dans Frozen 1, les filles sont très tournées vers l'aventure, la découverte, le combat, la défense du royaume. Et lui, par contre, Christophe, il va être sur le mariage, faire sa demande à Anna. Et donc, dans cette chanson, il va dire qu'il est littéralement lost in the woods, parce qu'il est dans la forêt. Et voilà, c'est totalement camp. Il y a un côté, je trouvais, Crazy Ex-Girlfriend, sur parodie et honté d'un style pour le tourner en ridicule, mais en même temps, ça marche. Et je me suis demandé comment les enfants percevaient ce type de séquence, parce que moi, je l'ai vu en VO, donc plutôt dans une salle... d'adultes, tout le monde rigolait, mais je pense que pour les enfants, ça marche au premier degré. Sans doute, ouais. Et très bien aussi, donc c'est ça qui est fort. C'est ça, c'est le mieux, quoi. Et t'entends Jonathan Groff qui s'en donne à cœur joie là, dans le too much, mais ça fonctionne, c'est vrai, hein, c'est vrai que ce numéro était chouette. Ouais. Et aussi j'avais noté, encore une fois rien à voir, sur l'intrigue, on a, on va dire, un effort, encore une fois, de représentation, puisqu'on a toute une communauté de natifs qui est découverte à l'occasion de ce film. On va dire la question un peu traitée évidemment de manière métaphorique, mais du colonialisme. C'est assez intéressant. Il y a toute une histoire sur le passé, sur ce qu'ont fait le père et ce qu'ont fait le grand-père de Elsa et Anna par rapport à ces natifs, etc. C'était assez intéressant.
Et d'ailleurs, dans le générique, tu avais une mention réalisée en collaboration avec le peuple Suaomi, je crois. Oui. J'ai trouvé que c'était très bien, justement, cette question des origines aussi, de l'héritage. Mais ça m'a fait repenser donc à cette fameuse question de l'interprétation queer du premier épisode. Dont on avait parlé dans un épisode dédié. Effectivement, en dépit des attentes du public, mais comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu de girlfriend pour Elsa, puisqu'il avait été réclamé, notamment sur Twitter, avec le hashtag Give Elsa a Girlfriend, que donc elle est une petite amie. Disney n'a pas été jusque-là, bon, sans trop de surprise. Mais par contre, comme tu le dis, on propose un peu de revisiter aussi l'histoire des pouvoirs d'Elsa. Ici, on donne finalement une explication à ce pouvoir qui est lié finalement plus à une thématique qui, à mon sens, est celle du métissage, notamment peut-être aussi celle du passing, ces fameuses histoires d'enfants métis qui ne savent pas qui ont un parent qui est non blanc, parce qu'on est aussi dans cette perspective-là. Donc pour moi, finalement, les questions identitaires étaient plutôt tiré du côté du métissage que du côté de l'orientation sexuelle, et notamment parce que du coup on veut donner une explication à ce truc qui monte en elle, voilà, qu'elle ne peut pas contrôler par un côté lien du sang, enfin tu vois, un truc un peu déterministe de voilà, c'est tes origines et ça ressort comme ça. Pour autant, je pense que ça invalide pas l'interprétation du premier volet, mais en tout cas ça rend difficile à combiner les deux opus dans une même interprétation. Je pense qu'il faut vraiment analyser les deux séparément, et encore une fois, tout simplement parce que, enfin, tu le disais tout à l'heure, hein, on nous propose un peu une autre version du même récit. Alors passons à un film qui n'a strictement rien à voir, qui est un film de danse français, qui s'appelle... Avec un titre, mais alors, d'une originalité. Let's Dance. Un film réalisé par Ladislas Chola. C'est son premier film, je crois, en tant que cinéaste, enfin réalisateur de cinéma. C'est un metteur en scène de comédie musicale sur scène, en fait, à l'origine, qui a notamment mis en scène la comédie musicale Résiste. Bon, on n'a pas été très convaincus par ce film, hein. C'est quand même une pâle copie des films de danse US que pour certains on aime beaucoup. On en a parlé notamment dans notre épisode sur la saga Step Up. Là, c'est un remake plus ou moins proche du film Street Dance 3D, donc déjà un peu inconnu au bataillon. Donc, déjà, je n'ai pas trouvé les comédiens très bons, enfin en tout cas pas très bien dirigés. Dans le rôle principal, il y a Ryan Bensetti, qui est un comédien, moi je connaissais pas spécialement, mais qui apparemment est très connu des adolescentes. Dans le rôle du père, on a Guillaume de Tonquédec. Ouais. Je trouve qu'il est pas si mal, mais... Oui, ça va. La barre est pas très haute pour ce qu'on demande. Alors, on avait une narration très prévisible, enfin avec tous les trucs attendus de ce type de film, on va dire. Oui, là pour le coup, il y a quelque chose qui copie vraiment le Step Up originel, celui avec Channing Tatum. L'histoire d'amour entre le mec bad boy qui va danser style danse de rue et la fille sage, propre sur elle, qui elle va danser du classique. Donc là, on est dans une histoire archétypale de archétypale. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à la fois c'est complètement prévisible, mais ils arrivent à faire une intrigue aussi complètement bordélique. Mais oui, parce que je pense que pour vouloir se démarquer, ils te compliquent ça avec autre chose, et notamment une intrigue avec la mère du héros, qui est décédée, mais qui était danseuse classique aussi, donc il y a quelque chose de non résolu, et puis le père... Bref. Voilà. Au niveau, on va dire, visuel, esthétique, j'ai bien aimé un numéro vers le début de danse, quand ils font, je crois, un concours vers le début. Il y a toujours des concours dans ces films, donc je confonds tout, mais qui était filmé en plan séquence, donc de manière ininterrompue, et ça c'était bien, on voyait bien les danseurs. Merci. Et autre scène qui était assez sympa, c'est celle où les personnages, ils sont au milieu d'un carrefour, et ils se mettent à imaginer les gens autour d'eux se mettre à danser, parce que c'est un moment où ils essaient de trouver l'inspiration, on va dire, pour danser quelque chose de vivant, quoi. Et du coup, ils regardent autour d'eux, et les gens, effectivement, se mettent à danser, et là, on est vraiment dans un truc de comédie musicale, c'était assez réussi, ce moment. C'est le seul numéro, en fait, où la danse n'est pas une danse sur scène, enfin, dans la diégèse, quoi. C'est qu'on a vraiment des gens qui, spontanément, au milieu du carrefour de Passy, hein, j'ai reconnu, se mettre à danser, et j'avoue que moi aussi, c'est à peu près la seule scène dont je me souviens relativement clairement du film. C'est vrai qu'on a un petit peu oublié, là encore, donc un film pas exceptionnel.
Vous l'aurez compris. Alors, dans les autres films musicaux qu'on a vus cette année, nettement plus réussis, il faut le dire, se trouve Rocketman, donc le biopic musical consacré à Elton John, qu'on a vu début de l'été, je crois. Tu l'as vu avant moi, mais... Oui, et je te dis, c'est une comédie musicale, vas-y. Parce que moi, je pensais que ce serait un biopic d'Elton John, classique. Et en fait, c'est vraiment une comédie musicale, il y a vraiment des numéros, et ça, c'est quand même ça que j'ai beaucoup aimé. On a donc des chansons d'Elton John qui vont illustrer des moments de l'intrigue, mais de manière non réaliste. C'est-à-dire, c'est pas juste Elton John qui joue devant son public ou qui enregistre ses chansons dans son studio. Donc le protagoniste va chanter, il y a aussi d'autres personnages qui chantent, et il y a aussi un peu de danse, pas mal de danse même. Et bah, c'est plutôt bien fait, quoi. C'est vraiment une comédie musicale, notamment le passage de la parole au chant, ou alors du chant normal au numéro de comédie musicale, et assez souvent bien négocié. J'ai bien aimé notamment la scène sur la chanson Saturday Night's Alright, où ça commence dans un bar, où Elton John chante une chanson pour les gens du bar, et puis ça commence à s'animer, il se lève, il s'adresse aux gens du bar, et puis carrément après il sort dehors, il se retrouve dans une espèce de fête foraine, c'est la nuit, il y a plein de gens qui se mettent à danser avec lui, vraiment un numéro très entraînant que j'ai beaucoup aimé. Moi, ce que j'ai bien aimé, qui m'a particulièrement marqué comme scène, c'est le numéro musical par lequel il est de retour dans la ville de son enfance. En fait, c'est le premier numéro musical du film, je pense, puisque ça s'appelle The Beach is Back. Ça lance en fait un flashback qui annonce qu'on va revenir sur la vie du protagoniste principal. Et on a notamment dans cette scène un jeu entre le noir et blanc et la couleur, où on a le décor et les danseurs qui sont dans l'ensemble, qui sont en fait dans une sorte de sépia, ou en tout cas de couleur, mais avec un filtre noir et blanc ou sépia par-dessus, tandis que le personnage d'Elton John, donc adulte et enfant, eux sont en couleur flamboyante. Je sais que visuellement ça m'a beaucoup marqué, c'est vraiment très beau. Et c'est le premier numéro musical où on comprend en fait qu'on va danser littéralement dans la vie de tous les jours, puisque là, ils se mettent à danser dans la banlieue pavillonnaire où a grandi le petit Elton John. Bon, bien sûr, c'est un biopic avec recettes habituelles, hein. On a le Rise to Fame, puis il a des problèmes, en l'occurrence des problèmes de drogue, hein, une vie dissolue, etc., avant de finalement se rétablir. Bon, ça fonctionne plutôt bien, à part, il y a une partie du film un peu relou, avec un personnage de manager / amant qui est très très méchant, bon. C'est très classique, et en plus, c'est approuvé et je crois produit par Elton John lui-même, donc évidemment, on est dans quelque chose de très formaté, d'un peu hagiographique, voilà, c'est... Moi, j'ai bien aimé le personnage de la mère, donc joué par Bryce Dallas Howard, qui est assez... intéressant parce que bon voilà, c'est une mère qui accepte pas l'homosexualité de son fils, mais tu vois en même temps la douleur que c'est pour elle. Enfin, c'était pas mal, c'était pas trop manichéen pour le coup sur leur relation à tous les deux. Et puis elle, je l'aime beaucoup, cette actrice de Jurassic Park à Black Mirror. Donc à noter qu'il s'agit du même réalisateur, enfin presque, parce que il avait fini Bohemian Rhapsody, qui avait été commencé par Bryan Singer. Donc ce réalisateur, c'est Dexter Fletcher. J'espère qu'il fera pas que des biopics musicales dans son existence, cet homme. Mais c'est vachement mieux que Bohemian Rhapsody, quoi. Il y a des vrais choix artistiques, originaux. C'est pas un truc très linéaire, chiant, quoi. Il embrasse le côté un peu camp, parfois, pas toujours, des fois c'est très très straight, classique, machin, mais parfois, voilà, le côté, les costumes extravagants d'Elton John, bah on les voit, enfin voilà, il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien à ce niveau-là. Alors moi, je voulais parler d'un truc très spécifique, parce que j'ai été très très émue à un moment. Donc il y a un aspect très émouvant dans le film, c'est aussi l'histoire d'amitié entre Elton John et Bernie Taupin. Bernie Taupin, c'est le parolier de quasiment toutes les chansons d'Elton John. C'est son ami depuis toujours. Bernie Taupin dans le film est joué par Jamie Bell, qui fut il y a longtemps Billy Elliot. Ah, c'est fou ça. Et ouais, c'est lui. Et alors, il y a une séquence très émouvante où donc Elton John, qui est joué par Taron Egerton, on a oublié de le mentionner, c'est quand même un très bon comédien et avec une très belle voix. Il chante la magnifique chanson Tiny Dancer en regardant Bernie partir avec une fille, parce que Bernie est hétéro. D'ailleurs, le film parle avec une assez belle franchise du fait qu'à un moment, Elton John, il était plus ou moins amoureux de Bernie Taupin, puis bon, quand il a compris qu'il était hétéro, ils sont restés amis. Enfin, il le cache pas, cet aspect-là, je trouve ça assez touchant. Bref, je m'égare. Dans cette scène où il chante Tiny Dancer, le fait qu'il soit en train de chanter des paroles dont on sait, parce que c'est expliqué 12 fois dans le film,
qu'elles ont été écrites par le personnage de Bernie Taupin, et que ce soit des paroles écrites par le meilleur ami du personnage qui les chante, enfin il y a un truc où chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment ému ce truc, ça m'a donné un truc assez fort, quelque chose que j'avais jamais vu en fait, jamais ressenti dans une comédie musicale, parce qu'évidemment dans les comédies musicales d'habitude la personne qui chante, elle est censée avoir écrit entre guillemets la chanson qu'elle est en train de chanter. Et là, vu le récit, on sait que les paroles elles ont été écrites par quelqu'un d'autre, et du coup, il y a un truc de partage, de fusion de deux personnages dans une même chanson. Voilà, ça m'a assez frappé. Voilà, c'est un film qui a ses défauts, qui est pas parfait, mais dont les numéros musicaux sont quand même assez notables et qui fait plaisir, quoi. Eh bien, à présent... Le gros morceau. Nous allons parler de l'événement, en tout cas, de cette fin d'année. En tout cas pour nous. L'objet étonnant de cette fin d'année, qui est donc le film Cats, donc adapté de la comédie musicale homonyme d'Andrew Lloyd Webber. Donc une adaptation dont vous avez déjà parlé dès l'année dernière. On était étonnés, on a demandé à voir. Eh bien, on a vu. Alors, après tout ce qu'on a entendu, je m'attendais au pire, je me disais ça va être une horreur, ça va être inadmissible de laideur et de nullité. Et finalement, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein. Mais oui, les chats au corps et au visage humain, voilà, c'est très malaisant, hein. C'est creepy, c'est pas beau, c'est sûr. Mais bon, personnellement, j'ai réussi à passer outre. Peut-être parce que j'avais eu le temps de m'habituer, parce qu'on a eu les diverses bandes annonces qui à chaque fois ont fait réagir tout le monde, etc. Donc on a eu le temps de s'habituer à cette laideur, il faut être clair. Et du coup, finalement, j'ai passé outre. Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler le fait qu'il a eu un très très mauvais bouche-oreille. Enfin, je pense dès la première, en fait. Et voilà, bouche-oreille catastrophique. Énorme flop au box-office. Énorme flop, critique horrible sur Rotten Tomatoes, je crois qu'il a 2 ou 0, je sais plus, il y avait un truc, voilà, quelque chose de jamais vu, qui a conduit donc le réalisateur, donc Tom Hopper, à chaque fois dire qu'il allait améliorer les effets spéciaux, jusqu'au point de refaire partir le film en post-production après la sortie américaine. Donc normalement, entre donc, le vendredi 20 et le mardi 24, devait être redonné une nouvelle copie aux exploitants, enfin quelque chose qui apparemment n'est jamais arrivé en fait dans l'histoire d'Hollywood, un truc incroyable. Bon, apparemment il a vraiment bâclé le truc pour que ça sorte pour les fêtes et que c'était pas prêt quoi. Bon, après, à sa décharge, je pense qu'il peut refaire tourner les machines un certain nombre de temps et que ça va pas foncièrement améliorer le truc, hein. Parce que oui, les effets spéciaux sont très dérangeants, parce que l'idée est donc de donner aux acteurs un aspect de chat, donc avec des poils qui sont ajoutés numériquement, mais à côté de ça, de garder les traits très reconnaissables, la corpulence, voilà, de chacun des interprètes. Donc, on est sur quelque chose de foncièrement étrange, hein, des traits humains morphés avec ceux d'un chat, et donc c'est laid. Et moi, ce qui m'a beaucoup traumatisée, c'est cette question des mains, des mains humaines. Alors, il y a eu tout un débat, notamment autour des mains de Judi Dench, parce qu'à la fin du film, on la voit avec son alliance. Et moi, c'est vrai que dans la version que j'ai vue, donc qui apparemment était l'ancienne version, celle qui devait repartir en post-production, on voit cette alliance. Mais bon, en fait, il n'y a pas que Judi Dench où on voit sa main humaine. Moi, je pensais qu'il n'y avait que elle, que c'était une omission, qu'ils avaient tous des mains de chat. Non, ils ont tous des mains complètement humaines, donc c'est très perturbant. Donc ça m'a beaucoup traumatisée. Et l'autre point qui m'a traumatisée, c'est un problème d'échelle. Oui. Parce que en fait, les chats, ils sont... Dommage, on a un chat ici qui pourrait servir de maître étalon, mais j'ai l'impression qu'ils ont calculé le chat debout, parce que là, les humains sont souvent sur leurs jambes, et j'ai l'impression qu'il a la taille du chat quand il a 4 pattes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, du coup, tout est 2 fois trop petit. Ils ont plus la taille de souris que de chat. Puisqu'ils ont en fait construit des décors géants pour que les interprètes aient l'air petits, vous voyez. Mais c'est mal fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe dans un théâtre, où là, par contre, c'est un théâtre qui, on dirait, qui est à leur échelle. Un théâtre de chats. Oui, c'est ça, oui. Un théâtre où des chats pourraient se rendre. C'est bizarre. Donc c'est très très laid. Mais bon. C'est Cats. Un Cats, c'est un peu laid à la base. Faut le dire ce qui est. Mais
C'est ça en fait. Et du coup, moi, une fois que j'ai passé outre cette laideur qui est objective, j'ai envie de dire, les numéros musicaux, qui constituent la quasi-totalité du film, parce qu'il y a très peu de séquences dialoguées. 5 shows, enfin. Ouais, quasiment. Sont pas si mal. Notamment les danses, donc c'est le chorégraphe de Hamilton qui a chorégraphié. Voilà, moi j'aime bien la musique de Cats, malgré le côté un peu kitschouille années 80. Mais bon, du coup j'ai plutôt apprécié cet aspect-là. Même la nouvelle chanson Beautiful Ghost, donc a été écrite par Andrew Lloyd Webber avec Taylor Swift, qui est une des guest stars du film. Je l'ai trouvée plutôt émouvante, voilà, bon j'ai bien aimé. Oui, les numéros sont assez plaisants. Moi, les parties que j'ai pas trop aimées, c'est les quelques parties un peu genre breakdance, je pense pour moderniser le truc, mais où c'était filmé avec des espèces d'accélérés, tu sais, comme ce qu'il y avait à la fin d'Aladin. Ouais. Et ça faisait vraiment bizarre, donc ça, j'ai vraiment pas trop aimé. Par contre, j'ai adoré le numéro de claquette sur ma chanson fétiche, qui est le numéro du chat du train. C'était trop bien. Toujours à propos des chansons, donc on a le chant en direct, donc c'est-à-dire enregistré sur le plateau de tournage, c'est un peu la spécialité de Tom Hooper. Ici, ça m'a pas choqué, et c'est beaucoup moins ostentatoire que dans Les Misérables, où on avait les gros plans sur la gueule des comédiens pour bien montrer que c'était bien en direct, le chant, etc. Là, du coup, ça m'a pas posé de problème. Ouais, moi, je me suis demandé, même si, parce que j'avais pas lu sur ce point, s'il avait réitéré ce méfait, mais je me suis demandé ça que pour Memory. Où, bon, t'as quand même le côté un peu appliqué sur l'émotion intense du personnage. Mais à part ça, je m'étais pas posé la question, comme quoi ça se voit pas tant que ça. C'est vrai que Memory est filmé un peu comme était filmé I Dream the Dream. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'ai bien aimé la comédienne principale, donc qui s'appelle Francesca Hayward, qui est en fait une danseuse de ballet à l'origine. C'est vrai qu'elle danse très très bien. Et voilà, je trouvais qu'elle avait un beau visage, même derrière la laideur du masque numérique du chat, elle m'a touchée. Et en fait, les deux autres jeunes, qui sont un peu les deux autres principaux, ceux qu'on voit un peu du début à la fin, qui s'appellent Mistopheles, donc le chat magicien, et puis Munkustrap. Je les ai aimés aussi. Munkustrap, il est joué, tenez-vous bien, par Robert Fairchild, qui est un danseur du New York City Ballet, rien que ça, et qui a notamment créé le rôle de Jerry dans Un Américain à Paris au Châtelet. Donc pas mal. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très bien, et dans l'ensemble, il y avait pas mal de très très bons danseurs. Et du coup, à l'opposé de ceux-là, qui sont du coup moins connus, etc., j'ai pas été forcément très convaincue par les stars, et notamment James Corden et notre ami Rebel Wilson, qui, chacun dans son registre, en font un peu des tonnes, et c'est un petit peu prévisible, on va dire, par rapport à leur persona, voilà. Ah oui, Rebel Wilson, elle est dans sa persona habituelle de chez Habituel. Moi, j'ai bien aimé le côté totalement déjanté et absurde et dérangeant de sa séquence. Ah oui, parce que j'ai oublié de mentionner que dans la séquence de Rebel Wilson, on a quand même, en plus des chats humanoïdes, comme si ça suffisait pas, on a aussi des souris humanoïdes et des cafards humanoïdes. Là, c'est vraiment... Quel gobe, évidemment. En plus, c'est vraiment de l'étoffe des cauchemars, là. Cette scène avait fuité, j'avais déjà vu des gifs sur... Moi, j'ai bien aimé ce segment pour son côté Berkeley-esque, parce que bon, voilà, on est évidemment sur les... Du coup, pas parade de girls, mais parade de cafards, avec aussi un travelling. Alors, je sais plus si c'est entre les jambes des cafards ou des chats, mais tu sais, t'as un travelling entre les jambes, t'as un plan aérien avec les compositions, bon, voilà. J'ai aimé pour la référence. Et d'ailleurs, après, t'as un de ces chats qui breakdance, qui lui dit en mode « Oh, c'est démodé, ton truc, et tout ça. » Donc moi, bon... Puis bon, c'est Rebel Wilson, alors elle pourrait faire n'importe quoi, je l'aime. Apparemment, elle aurait improvisé, ce qu'elle fait toujours, mais elle l'aurait aussi fait là, sur 4. Alors, je me suis demandé comment c'était trop possible et comment elle avait pu improviser. Je pense que c'est plus au niveau des répliques. C'est quand elle fait des gags, des fois, elle commente ce qui se passe. Ouais, quand elle dit il a été castré il y a pas longtemps, parce que ça, je me suis dit, typique rebelle. C'est sûr. Au niveau de l'intrigue, évidemment, l'histoire est toujours aussi ténue, Toujours aussi absente. Donc, l'intrigue, c'est des chats qui se rassemblent pour que l'un d'entre eux puisse monter au ciel et qui, pendant ce temps, se présentent les uns après les autres. Le chat magicien, le chat du train... Le chat théâtreux, là le chat du théâtre. Dans la Comédie Sky, il y avait un chat rocker, je crois, mais il a disparu de cette version. Mais, alors, ceci dit, le film arrive à tenir cette espèce de truc complètement
complètement incohérent, en un tout qui fonctionne, parce qu'ils ont quand même essayé d'écrire une trame un peu pour relier tous les numéros, ce qui est pas si mal, franchement. Oui, en faisant plutôt de Macavity un personnage vraiment d'antagoniste Oui. qui va kidnapper donc ses concurrents, alors que Macavity, dans la comédie musicale, je sais même pas si on le voit en fait, c'est une espèce de chat menaçant dont tous les autres chats parlent, Macavity, nanana, mais Ouais. pour moi c'est un peu comme le magicien d'Oz, en mode c'est un phony total et en fait il n'existe pas ou en tout cas il a aucun pouvoir. Là, bon, ça devient un vrai méchant très archétypal, hein, Bien le sûr. méchant de chez méchant. Mais bon, c'est vrai que ça donne Un fil rouge, quoi. Ouais. En fait, fondamentalement, ce film est un peu une erreur de la nature. Bah, en fait, l'idée d'adapter Cats en film, elle est à la base complètement absurde, elle est casse-gueule, et c'est voué à l'échec et au ridicule, en fait, de faire ça. Dès le début, on s'était interrogé sur ça. Moi, je l'ai dit plein de fois. Et quel est le sens de faire Oui, de faire un film Cats de Cats. Mais j'ai envie de dire, une fois qu'on a décidé de faire un film Cats, bah franchement, le résultat aurait pu être bien pire. Moi, ça m'a pas ni révolté ni quoi. Je passais un bon moment en fait, tout simplement. Oui, c'est cohérent avec ce qu'est Cats, c'est tout. Bah Cats, oui, c'est des chats quoi. C'est des hommes Des chats. hommes déguisés en chat qui font les chats pendant 2 heures. Bah. Et du coup, je me suis dit que je préfère largement ça aux Misérables en termes de mauvais goût et de laideur. C'est beaucoup moins dérangeant. Ça, c'est de la laideur qui a pas de conséquences. Je sais pas comment dire. Cats, enfin, tu vois, c'est laid, c'est... Bah, c'est déjà bizarre. C'est bizarre de base, déjà. Alors que la laideur des Misérables, elle est problématique, quoi. C'est pas pareil. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit hier après l'avoir vu. Encore une fois, on ne l'a pas vu ensemble, mais j'ai pensé exactement la même chose. Vu de là où on part, enfin, on va dire en comparant les deux œuvres à adapter, moi, je trouve qu'il l'a moins massacré que Les Misérables. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout une fan des Misérables. C'est pas spécialement une œuvre que j'aime, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose à sauver des Misérables. Enfin voilà, encore une fois, la musique c'est pas trop mon style, mais voilà, c'est épique, c'est beau, et c'était devenu irregardable dans le film de Tom Hooper. Donc là, encore une fois, c'est Cats. Voilà, donc fondamentalement, c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée de production. Enfin, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un moment une personne qui a dit stop, ne faisons pas ce projet, parce que ça ne pouvait pas marcher en fait. D'ailleurs, c'est un gros flop, y compris en France. J'ai vu qu'il y avait eu 5000 entrées sur la première journée, sur 238 copies. Enfin, un truc... 5 spectateurs par séance. C'est un flop total. Le film s'adresse à personne, c'est-à-dire que les gens qui connaissent pas Cats et qui sont pas fans de comédie musicale, ils regardent ça en mode c'est quoi cette horreur, et jamais ils vont y aller. Moi, il y avait beaucoup d'anglophones dans la salle où j'étais hier. D'accord, donc c'est des gens qui connaissent a priori. Voilà. Et ben les gens qui connaissent, ils vont être déçus, ça peut Il y a plaire des à gens qui sont personne. partis. Ça m'étonne pas. Il y a personne qui est parti dans ma séance. Donc voilà, c'est un espèce d'accident industriel, c'est-à-dire une anomalie, un truc qui n'aurait pas dû exister, je sais pas comment dire. Mais en un sens, ça fait plaisir que ça existe, qu'il y ait des trucs, des foirades comme ça, ou des studios qui se disent allez, faisons un truc complètement improbable. Bon, comme ça se flop, c'est dommage, parce que on se demande à quel point ils pourront retenter des trucs comme ça plus tard, mais ça fait plaisir que ça existe quand même. Oui, c'est ça fait parler, c'est déjà ça. Et en fait, toi, Anna, comme tu n'as toujours pas vu la fin de Unbreakable Kimmy Schmidt, tu ne sais toujours pas la vérité sur Cats. Donc, on pourra en reparler quand tu auras vu la fin. Je continuerai la série, alors je veux savoir. Et il y a aussi des films qui ne sont pas à proprement parler des comédies musicales, mais dont on va vous dire quelques mots parce que ils parlent de musique, de thématiques en lien avec la musique. Et le premier d'entre eux, c'est Yesterday, donc un film qui est sorti aussi, je crois, cet été. Début juillet, ouais. Et qui raconte l'histoire d'un Anglais qui se trouve propulsé dans un monde où les Beatles n'ont pas existé. Un monde qui serait absolument horrible pour Anna Marmiès. L'enfer. Un film que j'ai bien aimé, hein. Évidemment, moi et toute ma famille, on attendait avec impatience la sortie de ce film parce qu'on est tous des gros fans des Beatles. Voilà, le pitch, moi ça me plaît, quoi. J'aime les univers alternatifs, jouer avec ce nouveau monde qu'il découvre, et du coup c'est marrant parce qu'il fait des recherches. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont disparu dans ce monde? Il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu, il y a des petits gags, il y a d'autres trucs qui ont disparu. Et il y a Coca, non? Ouais. Il y a que du Pepsi. Il y a des trucs assez marrants comme ça, il y a plein d'idées rigolotes.
Puis bon, c'est un univers backstage, entre guillemets, c'est-à-dire ça se passe dans l'industrie de la musique, puisque, étant le seul au monde à connaître les chansons des Beatles, notre héros va faire croire que c'est lui qui les a écrits et va évidemment avoir du succès, parce que dans tous les univers possibles, les chansons des Beatles auraient marché. Donc il devient célèbre, voilà, il y a tout un truc dans l'univers de la musique. C'est plutôt amusant. Après, moi je regrette, et pourtant c'est écrit par Richard Curtis, donc qui est un spécialiste de comédie romantique, et je pense qu'il s'est senti obligé de rajouter de la comédie romantique dans l'histoire, parce que c'est son style. Et je trouve que l'histoire d'amour est vraiment tarte, quoi. Ça devient un peu comme un cheveu sur la soupe, en Exactement. fait, ça rajoute pas grand-chose. Et ça m'a agacé, et c'est très dommage pour l'actrice, donc Lily James, donc on a vu dans le Cendrillon live action de Disney, et puis dans Mamma Mia 2, c'était l'héroïne, Donna jeune. Elle joue la love interest, donc qui est la meilleure amie, qui a toujours été amoureuse de son meilleur ami, mais elle lui a jamais dit, et lui il l'a jamais vu. Sa manager au tout début, c'est ça, non? Ouais. Et finalement, après, il va avec quelqu'un d'autre quand il devient connu, machin. Et encore un personnage de fausse moche, hein, comme on... Ça, c'est vraiment les fausses moches, faut arrêter. Parce que là, ils arrivent pas à la mochir, parce qu'elle est vraiment très jolie, mais... Elle a des lunettes. Ouais, elle a des lunettes, des cheveux qui lui tombent sur les yeux, et du coup, c'est censé faire que lui, il voit pas qu'elle est là. Ça, c'est vraiment vu et revu, quoi. C'est dommage. Et on a... Enfin, tu as vu, pour le coup, d'autres films sur des musiciennes. Ouais, tout à fait. Je voulais vraiment mentionner en passant, mais c'était intéressant. On a eu 2 films assez différents. C'est Her Smell, un film sur la musique punk, et White Rose, un film sur la musique country. Her Smell était plus du côté d'un cinéma d'auteur, presque expérimental à certains moments, avec évidemment des éléments mélos, parce que souvent dans les parcours de musiciens, comme on disait pour Elton John, il y a de la drogue, il y a des problèmes familiaux, des problèmes relationnels. Et l'autre, Wild Rose, qui était plus classique, vraiment purement mélo, avec des éléments aussi de film social. Et on était sur plutôt un Race to Fame dans Wild Rose, et plutôt la déchéance dans Her Smell. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir les variations qu'il y a autour de ces thématiques qui existent depuis très longtemps. Ensuite, je voulais mentionner en passant un film qui date de 2018 mais que j'ai vu en 2019 qui s'appelle Enfumé. C'est une comédie musicale, pour le coup vraiment comédie musicale. Complètement fauchée, fait avec très peu d'argent. Il y avait un choix assez original, c'est que les dialogues étaient post-synchronisés, alors que les chansons étaient chantées en direct sur le tournage. Ça donnait un effet bizarre, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des dialogues, il y avait un effet de déréalisation, ouais. Et dès qu'on était dans la chanson, et ben là on était dans le vrai des personnages, c'était pas mal. Voilà un film assez rigolo sur c'est des histoires de bandes de potes un peu paumés, il y en a un qui essaie d'écrire un opéra rock qui galère, enfin voilà, c'est des histoires de jeunes cinéma français contemporain. Mais c'était marrant, il y a notamment une séquence vraiment extrêmement drôle où il y a 2 personnages qui disent on a marre d'habiter à Paris, qu'est-ce qu'on fait, et ils tirent une fléchette sur une carte de France pour trouver où ils vont habiter. Ils tombent sur Limoges et ils vont à Limoges, et puis ils arrivent à Limoges, ils sont là oula. Il y a rien, il y a pas de bar ouvert. Et ils sont à Limoges, au moment où on va reprendre le train. C'est des petits trucs comme ça. Bon, c'était un film assez plaisant. Je voulais noter que dans le film Notre-Dame de Valérie Donzelli, qui est sorti récemment, là, en décembre, il y avait une séquence musicale, une chanson originale. Ah, je savais pas du tout. J'avais d'aller le voir, mais je ne savais pas. Pas dansé, pour le coup, uniquement chanté vers la fin. Alors, c'est une cinéaste qui connaît bien la comédie musicale, qui en a déjà fait une, d'ailleurs. Son premier long métrage, c'était La Reine des Pommes. Film assez chouette. Dans le même ordre d'idées, on a eu des séquences musicales dans plusieurs films d'auteurs assez pointus que j'ai vus cette année. Ça m'a frappé. Bread Factory, un film américain qui se déroule dans un centre culturel, film vachement bien. Où à un moment, il y a tout un numéro musical vraiment avec des gens qui dansent, qui font des claquettes et tout ça. La Flore, un film argentin qui a eu un gros succès critique, moi que j'ai pas trop aimé, mais il y avait toute une intrigue plutôt backstage. Dans des studios d'enregistrement, il y avait un truc assez fort sur une chanson qui est chantée, qui est répétée une deuxième fois, et il y avait un truc assez comédie musicale à ce niveau-là. Et alors, film notable, pour le coup, je l'ai mis dans cette catégorie, mais en fait, lui, c'est carrément une comédie musicale, c'est Technoboss, un film portugais qui va sortir, que j'ai vu il y a quelques mois, qui va sortir début 2020, sur un mec qui vend, je crois, il vend des alarmes, il est responsable d'une société de sécurité. L'intrigue est un petit peu délirante, mais il y a vraiment des numéros musicaux, et notamment, je vous défie, quand vous verrez ce film, si vous le voyez, parce qu'à mon avis, il sortira pas sur beaucoup de copies, de ne pas chanter à tue-tête la chanson titre, donc Technoboss, qui est particulièrement catchy. Là, c'était un film assez intéressant qui utilisait bien les procédés de comédie musicale pour faire avancer l'histoire et tout, c'était
étonnant. Et enfin, pardon pour ce long tunnel... Anna voit plus de films que moi qui sont non musicaux. Exactement. J'ai remarqué qu'il y avait une grosse hype autour de l'œuvre de notre ami Stephen Sondheim dans le cinéma américain cette année. Dans plusieurs films, on a des citations de Sondheim. Dans le film Marriage Story, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sur Netflix, avec Adam Driver et Scarlett Johansson, eh bien dans ce film, on a 2 chansons de compagnie. C'est You Could Drive a Person Crazy, qui est chantée par Scarlett Johansson avec les personnages de sa mère et de sa sœur. Puis... J'avais déjà envie de le voir. Ça vaut le coup. Et à la toute fin, Being Alive, chanté par Adam Driver. Ensuite, dans le film À couteau tiré, un très très bon polar, qui est sorti également récemment, on avait Daniel Craig, qui à un moment se met à fredonner Losing My Mind, donc une très très belle chanson de Sondheim dans Follies. Et moi j'étais là... Oh, mais pourquoi ? D'autant plus que dans ce film, il y a aussi une référence à Hamilton, à un moment que j'étais trop heureuse d'avoir reconnu. Mais ce n'est pas fini, puisque dans Joker, le film gros succès, on a un moment où le Joker se fait tabasser par des mecs qui chantent Send in the Clowns, donc chanson très connue de Sondheim, qui est dans A Little Night Music. Et enfin, autre élément qui montre la grosse hype de Stephen Sondheim, c'est que le cinéaste Richard Linklater, donc qui a réalisé... la série des Before Sunset, Before Midnight, qui a réalisé aussi Boyhood, qui a réalisé dans un autre style Rock Academy, eh bien il va tourner, il va adapter la comédie musicale de Sondheim Merrily We Were Along sur 20 ans, comme il a fait Boyhood. Son film Boyhood a été tourné sur 15 ans je crois. Là il va tourner Merrily We Were Along sur 20 ans avec les mêmes comédiens qui vont le suivre, donc on pourra voir ce film que dans 20 ans, mais ça me donne très envie. Ouais, c'est étonnant. Du coup, il va le filmer à l'endroit et le monter à l'envers, puisque Merrily, ça, c'est le fameux qui revient sur le passé, enfin qui goes backward. Et apparemment, Lego Movie 2 était en partie musicale, mais je ne l'ai pour ma part pas vu. Et moi non plus, mais vous pouvez nous dire justement si vous l'avez vu. Dites-nous si c'est sympa, ou si ça vaut le coup qu'on le rattrape. Eh bien, chers auditeurs, je pense que 2019 peut se clôturer tranquillement. Parce que nous avons fait le point, nous avons fait le bilan sur cette année et nous sommes prêtes à affronter 2020 en matière de comédie musicale. Il y aura beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire. Nous nous tenons prêtes, plus vaillantes que jamais, pour cette nouvelle année. Donc, on espère que cet épisode vous a plu. Nous remercions nos partenaires, l'Écran Pop et Tony Comedy. Nous vous conseillons, enjoignons à nous liker, nous retweeter, nous commenter sur tout type de réseau social et toujours à nous mettre des petites étoiles, idéalement au nombre de 5 sur iTunes. Et nous vous souhaitons un bon réveillon et une très belle année 2020. Oui, bonne année 2020. Et nous vous retrouvons en 2020 pour plein de nouveaux épisodes de All That Jazz. À bientôt. Salut.